Et je crois que sans plus tarder, je vais laisser la parole à Isabelle pour la conférence, ses expériences. Je crois qu'on va parler du Grand Sud ce soir. Un peu, oui. Enfin, voilà. On va y aller un peu déjà. On va aller faire Alors, allons-y. Merci beaucoup. Puis encore une fois, bravo à tous les enfants et les encadrants. Déjà, oui, on m'a demandé de vous emmener un petit peu en voyage. Donc, emmener en voyage dans les endroits que je fréquente, que j'ai la chance de fréquenter. Et comme j'ai cherché quelque chose qui soit un peu dans le thème de la soirée, au fond, du climat, de l'énergie, des problèmes de réchauffement climatique, je me suis dit que j'allais vous emmener en Antarctique parce que c'est bien là quand même que un certain nombre de choses se passent. Donc déjà, je vous propose 6 ou 7 minutes d'un voyage en Antarctique qui date un tout petit peu maintenant, qui a une dizaine d'années, mais que j'ai eu la chance de faire en compagnie d'Eric Orsena. Donc je vous propose déjà ces quelques images de mer, et puis après on parlera, pas forcément de mer, mais en tout cas, voilà, je vous laisse déjà en profiter pendant ce petit moment. Je pense qu'on pourra éteindre sans doute.
just as used to be. I wish you cleaning it would be if you can see what I can see. When I'm cleaning windows, Sunday morning couples do. You can see them villains do. You'd be surprised at things they do. When I'm cleaning windows. Voilà ce petit voyage. Est-ce que tu auras ce petit voyage déjà pour se faire plaisir, voilà, parce que la planète est belle, parce qu'on a la chance d'habiter sur cette planète incroyable, qui a un grain de poussière dans l'univers, mais qui a un des extraordinaires grains de poussière où il y a de l'eau, où il y a de la glace, où il y a de la vie. Et voilà, ça vaut le coup de se souvenir que c'est formidable, que c'est beau, qu'on se bat aussi pour ça, qu'on se bat pour que ça continue à exister, que nos enfants continuent à le voir. Évidemment, aujourd'hui, si je retourne exactement dans les mêmes endroits, déjà ça a changé. Déjà, la physionomie de cet endroit a changé en partie, et déjà la vie commence à changer, donc il faut qu'on s'en occupe. Alors on arrive au sujet. Je me suis demandé comment j'allais un peu aborder. Je vais faire une espèce de grande introduction en posant des choses, en ouvrant des pistes, et après j'attends aussi beaucoup quand même de notre discussion et un peu de ce qu'on va pouvoir essayer d'imaginer, d'inventer ensemble. Je me suis dit qu'au fond il y avait une bonne entrée. Il y a une dizaine de jours à peu près, vous avez tous plus ou moins entendu parler de cet appel des 15 000 scientifiques du monde entier, et encore 15 000 parce qu'ils n'ont pas eu beaucoup de temps pour récupérer les signatures, ils auraient sûrement été beaucoup plus. Et je me suis dit que la dernière fois qu'il y avait eu un grand appel scientifique, il y en avait beaucoup moins, à l'époque, il y en avait 1200 seulement, c'était en 1984, à l'époque du sommet de la Terre de Rio. Et quand on regarde ce qui s'est passé depuis ce premier appel scientifique jusqu'à ce deuxième, donc dans à peu près une trentaine d'années, c'est pas terrible. Si on prend les chiffres de manière brutale, un tiers des mammifères ont disparu,
Les aires mortes dans l'océan qui sont mortes, où il n'y a plus de vie parce qu'il n'y a plus d'oxygène, et il n'y a plus d'oxygène à cause essentiellement du lessivage des engrais chimiques qui partent dans l'océan. Ces aires mortes ont augmenté de 75%. L'eau douce disponible par habitant a été divisée par 2. En Europe, la population d'insectes a diminué de 80%. Et si je regarde un peu sur le carbone, le CO2 qui nous intéresse, en 92, on émettait 60 gigatonnes de carbone, peu importe le chiffre absolu d'ailleurs. Aujourd'hui, on est à 100 gigatonnes de carbone, donc non seulement on va dans le mur, mais on y va en accélérant, ce qui n'est pas la meilleure des nouvelles. En 92, on était à plus 0,2 degrés de réchauffement par rapport à l'ère industrielle, au début de l'ère industrielle. Aujourd'hui, on est à plus de 1 degré. C'est-à-dire qu'on a croqué la moitié des 2 degrés que les scientifiques nous accordent. Pendant le même temps, il y a 2 milliards d'êtres humains en plus sur cette planète. Donc tout ça fait un cocktail, vous le voyez, plus qu'explosif. Et la première chose, le premier message que je voudrais passer, c'est qu'on n'est pas dans l'épaisseur du trait, on n'est plus en train de discuter, de se demander si oui, si non. Vous vous souvenez peut-être pour certains que le président Chirac à l'époque avait fait un discours en disant « la maison brûle et nous regardons ailleurs ». Maintenant, c'est même plus que la maison brûle, c'est qu'on va pas tarder à être assis sur le tas de cendres et que ça va être extrêmement désagréable. Et le premier message que je voudrais vous passer, c'est que c'est grave, ça va vraiment pas bien et il faut s'en occuper tout de suite, très vite. Il y a quand même une bonne nouvelle, il y a un truc sur lequel on a fait quelque chose et ça marche. C'est le fameux trou de la couche d'ozone. Vous vous souvenez peut-être aussi, en tout cas pour les plus anciens, les gens de ma génération, que ça a été une préoccupation majeure à un certain moment, que cette couche d'ozone qui diminuait. Et puis on a décidé collectivement dans le monde entier qu'on arrêtait avec les CFC, qui étaient les gaz responsables de la destruction de cette couche d'ozone, puis ça marche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la couche d'ozone non seulement ne continue pas à diminuer, mais elle commence à se rétablir et on estime que d'ici entre 50 ans et un siècle, on sera revenu à la situation antérieure. Donc la deuxième chose aussi, le deuxième message, c'est que tout ça bouge et tout ça bouge relativement vite. Et c'est bien notre problème, c'est que tout ça bouge. Parce qu'au fond, si je parle que du climat, la planète a été carrément beaucoup plus chaude, elle a été carrément beaucoup plus froide. Donc c'est quoi le problème? C'est que ça va trop vite. Évidemment, les différences de température de la planète se sont opérées sur des centaines de milliers d'années. Donc pendant ces centaines de milliers d'années, les espèces, la vie, les équilibres ont eu le temps de se modifier tranquillement. Il y a des espèces qui ont disparu, mais il y en a d'autres qui sont apparues, et puis tout ça a été dans une évolution. Aujourd'hui, ça va trop vite, et non seulement les espèces n'arrivent pas à s'adapter assez vite, mais nous-mêmes, nous n'arrivons pas à nous adapter assez vite, et c'est là que ça commence à poser problème. C'est au fond cette instabilité qui est créée par quelque chose qui va trop vite. L'homme, au fond, il s'est construit sur la stabilité. Les sociétés humaines, j'allais dire en particulier depuis 5 à 10 000 ans, les sociétés humaines vraiment organisées se sont constituées sur la stabilité du climat et la stabilité de la vie. C'est-à-dire en gros la stabilité des espèces et des écosystèmes. Grâce à cette stabilité, on a pu mettre en place de l'agriculture, on a pu faire tout un tas de choses qui nous ont permis de progresser et de nous développer. Et aujourd'hui, on fait le contraire. On est en train de basculer dans une instabilité, et cette instabilité nous est préjudiciable. Donc on est en train de retourner, j'allais dire, les créations, ce que les hommes ont fait et fabriqué contre nous-mêmes, et on se met gravement à risque. Le WWF, que j'ai l'honneur de présider, a, au moment de la COP23, la semaine dernière, rendu public une étude qui s'appelle l'étude des 3 S. Alors, ça se dit de la même chose en français et en anglais, mais les 3 S, c'est quoi? C'est soutenabilité, stabilité, sécurité. Et c'est, je crois, pour moi, la deuxième grande idée dont il faut vraiment se persuader. On veut tous vivre
de manière sûre, avoir un environnement qui soit sûr, pour pouvoir nous livrer à nos activités normales d'êtres humains. Pour ça, nous avons besoin d'un environnement qui soit stable, et cet environnement ne sera stable que s'il est soutenable. C'est-à-dire que si nous commençons à surexploiter la planète, surexploiter ou détruire les espèces et modifier de manière incohérente le climat, eh bien nous agissons sur, nous supprimons ce pilier de la stabilité, de la soutenabilité d'abord, de la stabilité, et nous arrivons à des situations instables et donc à des situations potentiellement explosives, potentiellement à risque et potentiellement surtout à risque de conflit. Et je crois que c'est quand même la deuxième grande idée. Pourquoi est-ce qu'on veut se battre pour avoir un climat stable ou pour avoir une biodiversité stable? On va plutôt tout à l'heure parler plus de climat, mais c'est vrai aussi de la biodiversité. C'est parce que si tout ça va mal, pour faire simple, on va se taper dessus. Pour nous, si on prend qu'un seul des aspects, par exemple, sur la question climatique, la question de l'élévation du niveau des mers, on est aujourd'hui, de l'avis un peu général, à l'horizon de 1 mètre à la fin du siècle. C'est-à-dire que les jeunes gens et les jeunes filles qui sont venus chercher leur prix ont des chances de le voir. 1 mètre à la fin du siècle, chez moi à La Rochelle, ça veut dire que c'est Venise, hein, on va se balader avec des passerelles au niveau du premier étage. Bon, ça encore, on devrait être capable de l'assumer, mais ça veut dire que d'immenses villes avec des centaines de millions d'habitants vont être sous les eaux. Et donc là, ce sera plus gérable. Et donc ces gens-là, bien sûr, vont bouger. Et quand on a des déplacements de population de centaines de millions de personnes, forcément, ça crée des tensions. Et forcément, c'est assez susceptible de conflit. Je vais prendre qu'un seul exemple. La guerre en Syrie. C'est évidemment pas le seul motif, mais pendant 3 ans, on a en Syrie des années de sécheresse extrême. On a 10 millions de Syriens qui abandonnent la campagne et qui viennent en ville. Et, j'allais dire comme par hasard, il y a ce qui se passe en Afrique du Nord, il y a un certain nombre d'autres signaux, mais on a quand même des populations qui sont en ville de manière massive, sans job et complètement démunies, et on a le déclenchement d'un certain nombre d'événements qui finissent par être une guerre tragique. Donc, à un moment donné, la question climatique, elle vient pas seule, mais elle vient comme une sorte de déclencheur, de la même manière que on a pu voir, par exemple, en mer Rouge, en Somalie, les pêcheurs qui étaient affectés, ou les agriculteurs qui étaient affectés soit par le réchauffement climatique, soit par la surpêche, se mettre, par exemple, à attaquer les navires et à devenir des pirates, parce qu'ils ne pouvaient plus faire leurs activités normales. Ce que je veux dire par là, c'est que quand il n'y a plus de stabilité, les gens ne peuvent plus rester là où ils sont, ne peuvent plus s'adonner aux activités qu'ils faisaient normalement, et je pense que tout le monde a envie de continuer à vivre là où il est et à vivre dans ces villages. Et à partir du moment où on déstabilise ces choses-là, on entraîne des migrations, on entraîne des crises économiques, des crises politiques, et que tout ça est extrêmement néfaste. Donc, en gros, voilà, la situation dans laquelle on est, elle est celle-là, et si on s'arrête là, on est juste terrifié, et on se dit juste que tout ça est beaucoup trop compliqué, et beaucoup trop impressionnant, et qu'on n'y peut rien, et que ça va mal finir. Et on n'est pas très encouragé à l'action. S'il y a bien une chose qui est certaine, et qui est la bonne nouvelle peut-être de ces choses qui ne sont pas par ailleurs extrêmement sympathiques, c'est que tout ça est causé par l'homme et par les organisations humaines. Ça, c'est une vraie bonne nouvelle. Parce que ce serait, je sais pas moi, causé par le passage d'une comète qui viendrait trop près de la Terre, ou ce serait causé par je ne sais quelle divinité colérique qui voudrait nous faire du mal, ou par... voilà. Ce serait quelque chose d'extérieur, sur lequel nous n'avons aucune prise. Là, ce serait terrible. Et là, on pourrait se dire, on peut rien faire, et on subit, et il faut juste qu'on essaye de subir le moins possible. Mais la bonne nouvelle, c'est que peut-être que nous sommes tous le problème, mais nous sommes tous la solution.
Donc je crois que c'est vraiment ça qu'il faut se mettre dans la tête et se replacer à la fois en tant qu'être humain individuel, dans une collectivité, pouvant agir en tant qu'être humain individuel, mais bien sûr aussi pouvant agir en tant que collectivité. Je ferai juste une première toute petite parenthèse, parce que c'est quelque chose qui revient souvent dans les débats et qui est une espèce d'idée de dire, bah oui, mais le problème au fond numéro un, c'est parce qu'on est beaucoup trop nombreux. J'ai dit, on est 2 millions de plus 2 milliards pardon, de plus qu'en 84. Bah oui, puis on va être encore plus, hein. Ça va pas s'arrêter tout de suite. Il y a un moment, ça va plafonner, mais ça va plafonner vers les 10-11 milliards. Donc il va falloir qu'on se serre un petit peu quand même sur la planète pour faire de la place pour tout le monde, parce que je vois pas très bien comment on peut faire pour faire le tri entre ceux qu'on va garder et puis ceux qu'on va supprimer. Enfin, je sais pas si vous avez des idées, mais moi j'en ai pas. Alors, de ce point de vue-là, ce qu'on remarque, et qui est sans doute le facteur clé sur les questions de limitation, disons, de la fécondité, en gros, hein, des êtres humains, le facteur numéro un, c'est l'éducation des petites filles. Parce que les courbes sont extraordinaires et exactement inversement proportionnelles. Plus vous éduquez les filles, plus ces fillettes, quand elles deviennent des femmes, font moins d'enfants. Donc, je vous en prie, messieurs, dames, éduquez vos filles, mais aussi peut-être aider un certain nombre d'autres pays à éduquer leurs filles, et je pense que ça va certainement nous aider pas mal. La deuxième grande solution, c'est bien sûr la question du niveau de vie, en tout cas de l'éradication de la pauvreté. Bien sûr, quand on n'a pas d'argent, on fait des enfants, parce que c'est votre seule assurance vie. Donc, quand vous êtes pauvre et quand vous êtes dans des pays où il n'y a pas de retraite et où il n'y a pas d'assurance sociale, ben vous faites des enfants, d'abord parce que malheureusement vous savez que vous en perdrez beaucoup en route, donc il faut en faire beaucoup au départ, pour qu'au moins il y en ait quelques-uns qui puissent s'occuper de vous quand vous-même ne serez plus en capacité. Donc là aussi, la courbe du développement humain et de l'éradication de la pauvreté croise exactement la courbe de la fécondité. C'était juste une petite parenthèse, mais je pense qu'elle est quand même importante à faire. Alors maintenant, évidemment, on est tous la solution. Je suis revenu au texte qu'avaient proposé ces 15 000 scientifiques et j'ai regardé un petit peu ce qu'ils proposaient. Et j'ai classé ça au fond en deux catégories. Ce qui est du ressort de l'individuel, plutôt de l'individuel, et ce qui est du ressort du plutôt collectif. En sachant qu'évidemment, il y a quand même un certain nombre de croisements entre les deux. Il y a un truc tout bête, et qui est en général assez simple, il suffit parfois de se poser un peu la question, c'est d'arrêter de gaspiller. En France, aujourd'hui, on met à peu près, bon an, mal an, 30% de l'énergie qu'on produit à la poubelle directement, sans que ça ne vienne contribuer à notre bien-être. Et il y a quelques petits exemples que j'aime bien parce qu'ils sont très parlants et que c'est notre vie de tous les jours. La veille de nos appareils électroménagers en France représente à peu près l'équivalent de 2 réacteurs nucléaires. Juste pour que notre télé soit en veille pendant qu'on dort, ou qu'on n'est pas à la maison. Donc voilà un exemple parfait de gaspillage. Nos routeurs, tiens, nos routeurs informatiques, on en a tous chez nous. Un routeur informatique, ça consomme tout le temps. Et ça consomme quand on dort, et ça consomme quand on n'est pas là. Et c'est énorme, puisqu'on voit que tout ce qui est de l'ordre de l'informatique et de ce genre de technologie, c'est ça qui fait augmenter la facture des ménages en termes électriques parmi les ménages individuels. Bon, typiquement, ça c'est un truc ultra facile. Vous mettez tous vos appareils sur un même bornier avec un interrupteur que vous éteignez quand vous allez vous coucher. C'est quand même pas un truc super compliqué à faire. Et là, vous verrez déjà votre facture d'électricité qui va baisser. Mais aussi parce que nous sommes nombreux et que nous avons tous des routeurs à la maison et tous des télés et tous un tas de trucs comme ça. Voilà, c'est assez symbolique.
J'ai un autre petit exemple que j'adore parce que c'est toujours aussi issu de l'informatique que nous utilisons beaucoup. En moyenne, un mail avec une pièce jointe, moyen, c'est l'équivalent d'une ampoule pendant 1 heure. Bon, voilà, on a tous besoin d'envoyer des mails, il n'y a pas de problème. Mais vous savez, des fois, quand vous faites répondre à tous, que vous avez un mail qui a été envoyé à 150 personnes et qu'en fait, vous avez besoin de répondre à 3 personnes, mais vous faites répondre à tous, vous renvoyez 150 mails. Ben, ça fait votre ampoule pendant 150 heures. Alors que peut-être que vous aviez besoin, vous, que de l'ampoule pendant 3 heures, puisque vous aviez 3 personnes que vous voulez toucher. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que y a plein de choses comme ça, tout le temps. Et si vous prenez un tout petit peu la peine, je pense qu'une bonne partie d'entre vous le font déjà d'ailleurs, mais il faut essayer de le systématiser quand même. De regarder au moment où vous faites les choses, et de vous poser un peu la question, et de voir s'il y a moyen de faire autrement. Je pense que vous allez tous trouver, 50 choses à faire dans la journée. Donc, on ne commence pas par faire 50 choses à la fois. Peut-être qu'on va commencer à en faire 1, 2 ou 3, et puis qu'on va discuter avec ses voisins ou ses copains ou ses collègues de bureau, et puis qu'on va trouver d'autres idées. Et je vous assure que ça va avoir un impact. La deuxième idée de nos chers scientifiques, c'est évidemment de favoriser le renouvelable. Alors ça, c'est vrai au niveau collectif, bien sûr. C'est vrai aussi au niveau individuel. Hein. Vous pouvez en général essayer, par exemple, de mettre je sais pas, des panneaux solaires, un chauffe-eau solaire chez vous. Vous pouvez aussi avoir des abonnements électriques qui soient basés sur le renouvelable. Enfin, vous pouvez être citoyen acteur avec un certain nombre de collectifs maintenant qui commencent à proposer des investissements pour les citoyens pour financer des projets renouvelables. Plutôt que de mettre nos sous à la banque, bah, vous pouvez peut-être les mettre là, parce que en plus, en général, c'est des investissements qui ont à peu près le même taux de rentabilité, donc vous ne serez pas plus malheureux que ça. Ça, c'est important aussi. Qu'est-ce qu'il nous propose? Il nous propose globalement de maîtriser notre consommation. Bah oui. Là, par exemple, on a beaucoup dit, vous l'avez entendu aussi au moment de la COP23, qu'on n'était pas très content parce que pendant 3 ans, on avait réussi à stabiliser les émissions de CO2, ce qui était une bonne chose. On avait réussi à découpler la croissance mondiale de l'émission de CO2, et puis là, on a un petit hic, ça repart à la hausse, de 2% cette année. Quand on gratte un peu et qu'on regarde, qui est-ce qui repart essentiellement à la hausse? C'est la Chine, qui fait plus 2%. Et pourquoi la Chine fait plus 2%? C'est parce que la consommation mondiale est repartie, et que notre usine, c'est la Chine. 80% de ce que vous avez chez vous à peu près a pris le bateau, et je pense que doit y en avoir, allez, plus de 50% forcément de ce que vous avez chez vous qui vient de Chine. Donc effectivement, maîtriser sa consommation ici, c'est aussi maîtriser les émissions de gaz à effet de serre de la Chine. Parce que malheureusement, on n'a plus les industries ici, mais elles sont toujours là-bas parce que tout ce qu'on consomme continue à être fabriqué et continue à être fabriqué avec un coût énergétique important. Et là, j'ai aussi l'autre petit exemple que j'aime beaucoup parce qu'il m'amuse. Est-ce que vous savez combien de temps un ménage moyen français utilise sa perceuse électrique? Je pense que vous avez tous des perceuses électriques. Eh bien, un ménage moyen français utilise sa perceuse électrique 20 minutes par an. Voilà. Avons-nous vraiment besoin d'une perceuse électrique chez nous, qui a quand même été produite avec des matières premières et avec de l'énergie, pour 20 minutes par an? Et on voit qu'il y a des solutions qui commencent à arriver, à exister avec la location, mais est-ce qu'on ne peut pas en avoir une entre copains, en avoir une, je ne sais pas moi, dans son immeuble, ou voilà. Qui plus est, c'est peut-être aussi sympa, parce que peut-être que du coup, au lieu de bricoler tout seul dans son coin, on va peut-être aller boire un café avec le voisin pour aller chercher la perceuse, et puis que du coup, on va peut-être rigoler à deux au lieu de tout seul. Je veux dire que, voilà, là aussi, on peut se poser plein de questions. On a pris l'habitude, et on nous a beaucoup entraînés, à se dire qu'il fallait qu'on ait tout de suite. Donc pour avoir tout de suite, il faut avoir tout chez soi, ou à très brève proximité, et ça, c'est juste pas possible. Ça, on ne peut pas continuer comme ça.
Surtout qu'en plus, il y a à peu près 1,5 milliard de Chinois et 1,3 milliard d'Indiens qui vont avoir envie de faire comme nous si on leur dit que c'est ça le bonheur. Donc là, c'est no way, quoi. Là, c'est juste absolument impossible. Donc là aussi, il y a une espèce d'urgence à se dire, ayons d'autres modèles, ayons une autre façon de voir tout ça. Le dernier point sur ce qu'on peut faire aussi, ce qu'ils nous proposent, ce que ces scientifiques nous proposent au niveau individuel, et je trouve ça très important, c'est d'éduquer nos enfants à la nature. Ici à Rennes, vous avez de la chance d'avoir la nature pas trop loin, il y a quand même la mer, il y a des forêts, mais c'est pas le cas dans beaucoup d'endroits, et dans beaucoup d'endroits, effectivement, les enfants n'ont pas d'idée, par exemple, d'où vient la nourriture qu'ils mangent. Ils ont sans doute l'idée qu'il y a des usines à nourriture, et n'ont pas d'idée de ce que c'est que la nature, parce qu'ils ne la voient pas, ils ne la côtoient pas, et on ne peut pas avoir envie de défendre et d'envisager un avenir avec quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc c'est vrai que là aussi, je crois que tout ce que sont les projets, et vous en connaissez sûrement beaucoup, où, avec des enfants, on va aller planter des choses, on va aller essayer de faire des balades en forêt, d'aller voir les animaux, d'aller au bord de la mer, Je pense que ça reste quelque chose d'extrêmement important parce que, et on le sait tous, on est de plus en plus déconnectés de la nature nous devient étrangère, et ça c'est pas possible parce qu'on est juste sur la même planète, qu'on en fait partie, et donc on peut pas accepter qu'il y ait cette coupure entre les deux. Après, il y a bien sûr tout ce que il faut et qu'on peut faire collectivement, et la LEC en est un bon exemple. Je pense qu'il y a un niveau particulièrement important qui est ce niveau du local et du régional, parce que c'est le niveau qui touche nos vies de tous les jours. Parce qu'une collectivité, une ville, une agglo, un département, une région, ils organisent notre vie de tous les jours. Et là, je crois que ce qui va être important, c'est d'en être acteur, c'est de s'en mêler. Toutes les villes, par exemple, font des plans climat. Je ne sais pas où en est celui de Rennes, mais bien sûr, il y a des plans climat où on demande aux citoyens de participer, et que c'est important de soutenir aussi nos élus, d'aller avec eux dans un certain sens, en sachant que c'est des bouleversements importants sur les transports, sur la localisation des équipements, sur l'énergie, sur tout un tas de sujets. Je crois que là, il y a vraiment un niveau extrêmement important pour ces collectivités. Puis après, il y a le niveau encore plus énorme, celui sur lequel, effectivement, là, on se dit qu'on n'y peut pas grand-chose, qui est le niveau des États, qui est la COP 21, par exemple, dont on en a beaucoup parlé, mais aussi la COP 22, la COP 23, puisqu'il y en a une tous les ans, qui sont là des engagements macro des États qui disent, ben voilà, sur les grands équilibres économiques de mon pays, je vais agir sur ce levier-là et je vais essayer d'en obtenir tel et tel résultat. Là aussi, il ne faut pas croire qu'on n'a aucune prise là-dessus. Je pense qu'une des grandes réussites de la COP 21, une des raisons de la réussite de la COP 21, c'est que ça avait été précédé par, dans les pays du monde entier, de véritables mobilisations citoyennes. C'est-à-dire que les gens, à travers leurs associations, à travers les forums, à travers tout un tas de choses, ont vraiment donné un souffle, donné une ampleur, et je crois que ça a aussi incité les États, même les États qui ne sont pas des grandes démocraties, quand même à, là aussi, essayer de s'entendre pour arriver à quelque chose. Juste pour faire un tout petit chapitre là-dessus, oui, la COP21 a été un grand succès parce qu'enfin on a réussi à faire signer tout le monde et que c'était pas gagné, je peux vous le dire. Succès malgré tout limité par une chose importante qui était que si on mettait bout à bout tous les engagements, tout ce qu'avaient promis les États, eh ben, on n'arrivait pas du tout à l'objectif qu'on s'était fixé, qui était de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés à la fin du siècle, en sachant qu'on en a déjà bouloté un, et il nous en reste seulement un d'ici la fin du siècle.
Bon, donc les États ont fait un premier pas d'engagement, ça a été un peu schizophrène, ils se sont engagés à chacun faire des choses, et par ailleurs, ils ont signé collectivement qu'on allait arriver à moins de 2 degrés. Mais quand on met les deux trucs ensemble, ça ne marche pas. Parce que leurs engagements ne sont pas suffisants. Donc c'était le but de la COP22 et de la COP23, que d'une part de dire comment est-ce qu'on organise maintenant concrètement ces engagements qui ont été pris, et surtout, comment est-ce qu'on prépare déjà le fait qu'on va aller plus loin. Et ça, c'est 2018, la COP24, donc, où on va à nouveau faire un tour de table en disant, messieurs les États, qu'est-ce que vous apportez de plus dans la corbeille des mariés pour qu'on arrive vraiment aux 2 degrés, ou même aux 1,5 degré qui ont été souhaités, puisque je vous rappelle quand même qu'entre 1,5 degré et 2 degrés, il y a des États qui disparaissent. Donc il va falloir s'en occuper quand même, là aussi sérieusement. Donc voilà, vous voyez qu'il y a différents niveaux sur lesquels on est tous un peu entre les deux, parce que on est citoyen électeur, parce qu'on est consommateur. Alors oui, bien sûr, les entreprises ont aussi leur part de l'affaire. Les entreprises doivent être citoyennes. Elles sont motivées un petit peu comme les États, finalement, par l'histoire des 3 S. C'est-à-dire que les entreprises, un peu comme les États, au fond, elles réfléchissent en se disant, si c'est trop le bazar, on ne vendra plus rien. Quand c'est la guerre, l'économie de votre pays va pas bien, et les entreprises de votre pays, elles sont pas au top. Donc au fond, c'est très cynique, mais je pense qu'en dehors du fait qu'il peut y avoir des gens très bien dans les entreprises, qui ont tout compris, je pense aussi qu'il y a cette analyse un peu froide, un peu désincarnée, de se dire faut quand même qu'on fasse quelque chose, parce que sinon ça va aussi mal tourner pour nous. D'autant plus que petit à petit, les entreprises, quand elles commencent à faire ça, elles se rendent compte que si elles veulent prendre les marchés de demain, il faut qu'elles soient les premières à avoir proposé les solutions de demain. Donc ça les motive un petit peu sur toutes ces histoires-là. Et ça a été une des grandes leçons d'ailleurs de ce qui s'est passé quand Trump a décidé de se retirer de l'accord de Paris. C'est qu'une grande partie des multinationales américaines et des grandes entreprises américaines se sont mises à hurler en disant « Ne faites surtout pas ça, vous êtes complètement fous. Si vous faites ça, on va perdre nos marchés. » Et elles ont raison. C'est les Chinois qui sont en train de récupérer les marchés. C'est les Chinois qui sont en train de devenir les leaders politiques de la lutte contre le réchauffement climatique. Parce qu'il y a une place à prendre. Si les Américains ne la prennent pas, les autres la prennent. Ils sont devenus les champions, par exemple, du solaire, et ils sont en train d'essayer d'accélérer, je dirais ils viennent de loin, donc ils ont du chemin à faire, sur ces questions de transition énergétique. Donc vous voyez qu'il y a une espèce de jeu d'acteurs quand même compliqué. Les financiers, c'est pareil. L'année dernière, la première capitalisation charbonnière du monde, une entreprise qui s'appelle Peabody, qui est une entreprise américaine, s'est mise sous la loi de la protection contre les faillites. C'est-à-dire que la plus grosse capitalisation charbonnière du monde est en état de faillite. Qu'est-ce qu'ils font les financiers qui avaient l'habitude d'acheter des actions charbon? Ils se disent, oh là là, le charbon, c'est pas un bon plan. Tout le monde est en train d'en sortir parce que, à cause de l'accord de Paris, à cause du fait que pour lutter contre l'effet de serre, le charbon, c'est le pire moyen de faire de l'énergie. Bon, il vaut peut-être mieux qu'on arrête de mettre trop d'argent dans le charbon et qu'on en mette un peu ailleurs. Et donc, on voit, et on le voit, et ça fait partie des bonnes nouvelles, on voit des centaines de milliards de dollars qui sont en train de bouger pour aller du fossile vers le renouvelable. Et aujourd'hui, on commence à financer un certain nombre d'équipements renouvelables sur des échelles extrêmement vastes, grâce à cet argent qui commence enfin, il n'était pas trop tard, qui commence enfin à arriver. Donc vous voyez que, voilà, il ne faut pas non plus se complaire uniquement dans les situations catastrophes. Il faut voir qu'on est vraiment à un moment charnière. On est vraiment en train de commencer à rendre viral ce qui était jusqu'à maintenant expérimental. On a absolument besoin de ça parce qu'on a absolument besoin d'aller vite. Parce que les 20 ou 30 prochaines années, elles sont décisives. Si on rate ce coche-là, question climatique, vous pouvez demander à n'importe quel climatologue du monde entier,
il vous dira que dans 30 ans, si on n'est pas sur la trajectoire de degrés, c'est pas dans 30 ans qu'on s'y mettra. Donc on est vraiment là, on a la direction de l'étoile, hein, et puis il faut qu'on arrive à séquencer comme on y va, et pour l'instant, on n'y va pas assez vite. Pour l'instant, on ne change pas assez vite, assez fort et partout. Donc c'est vraiment l'enjeu, et je crois que c'est vraiment ça qu'il faut qu'on partage, c'est comment on fait pour rendre ce changement de vie, de comportement, de consommation, comment on fait pour le rendre viral. Pour moi, il y a, et on va pouvoir en discuter, je pense que on ne va pas vers ce qui n'est pas désirable. On est, heureusement d'ailleurs, les êtres humains sont des êtres de désir, on fait ce qu'on désire. Et donc, il faut vraiment, je crois que c'est vraiment le sujet. Et souvent, on présente la façon de changer la vie en disant « Oh, c'est pas drôle, oh, on va arrêter de faire ça, oh, on n'aura plus le droit de faire ça, on n'aura plus le droit d'être chacun dans sa petite auto au centre-ville, à la queue leu-leu, dans les bouchons et les embouteillages. Ah, c'est pas bien ça, hein, c'est pas sympa, moi j'aimais bien ça. Oui, mais est-ce que c'est ce qui est désirable ? C'est pas plutôt effectivement de se balader en vélo quand il fait beau à Rennes, que c'est pas plus convivial, que c'est pas meilleur pour la santé, que c'est pas meilleur pour le porte-monnaie et que c'est pas meilleur pour la planète. Donc je pense que c'est vraiment autour de ça, je pense qu'il faut qu'on travaille. Tout à l'heure je parlais de l'échange, je pense que c'est pas de dire ah c'est pas sympa, j'ai pas ma perceuse à moi, mais c'est plutôt c'est cool, je fais des trucs avec les copains quoi. Et en plus après on ira boire un café ou un coup de cidre ou je sais pas quoi, enfin voilà. Et je pense que c'est vrai, c'est sûr que c'est vrai que c'est plus sympa de se balader à vélo et de respirer un air pas pollué que d'être comme un andouille dans sa bagnole. Ça demande un petit peu d'aménagement au niveau collectif pour que les villes soient faites pour ça et que ce soit possible. Et ça demande aussi qu'on arrive à partager ça, quoi. Et je crois que voilà, pour moi, c'est vraiment un enjeu important du partage à ce niveau-là. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire encore ? Je pense que j'ai déjà dit pas mal de choses et que j'ai déjà parlé un petit peu longtemps. Je crois que ça mériterait maintenant qu'on échange, parce qu'encore une fois, moi je suis persuadée que ou nous réussirons tous ensemble, ou on ira dans le mur tous ensemble. Donc ça vaut le coup d'échanger, parce qu'il faut construire ensemble les solutions et les méthodes pour y arriver. Et il faut les construire, encore une fois, assez vite. Donc voilà, je pense que peut-être que maintenant, on va pouvoir, je crois qu'il y a un micro, un ou deux micros dans la salle. Et je pense que moi, j'ai aussi envie de vous écouter, parce que je suis sûre que vous avez plein de choses déjà à dire, à faire, à proposer, et que j'en ai pas dit le quart. Moi, je vais juste essayer de poser un petit peu un cadre global. Merci.